Compose, épisode 77. Ça m'a ouvert une immense porte sur l'univers du bijou et ça m'a permis de vraiment créer les détails que je voulais. Aujourd'hui, je fabrique des talismans pour moi, des bijoux qui représentent une partie de nous qui compte, soit quelqu'un, soit un moment, soit une de nos valeurs, soit un élément de notre personne essentiel. Et tant que tu ne sais pas sculpter un élément bien précis, tu ne peux pas aller jusqu'à cette profondeur-là dans ce que tu proposes comme produit. Bienvenue sur Compose, le podcast de celles et ceux qui osent créer, un podcast produit par moi, Julie Mouvet. Journaliste de formation, je propose aujourd'hui mes services en communication, community management, copywriting, vidéo, podcast, relations presse, animation de conférences ou tables rondes, formation. Bref, je fais ce que j'aime, créer, raconter, connecter. Place à l'épisode. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Dezangré, créatrice de la marque Tiroir de Loup. Ça fait 4 ans que je souhaite l'inviter sur Compose et je suis super heureuse que ce moment arrive enfin. Ensemble, on a parlé des bijoux qu'elle créait petite et qu'elle vendait dans la cour de l'école, du besoin de fabriquer de ses mains, de son ancien métier de journaliste, de son amour de l'écriture, de ses 7 années dans la presse féminine, de ses 5 mois en Italie où elle a étudié la bijouterie, de son équipe, d'artisanat, de compréhension de son propre mode de fonctionnement, de sensibilité, de conscience écologique, de faire les choses de façon raisonnée. On a enregistré dans le bureau de Stéphanie, alors si vous entendez quelques petits bruits en fond, c'est tout simplement son atelier qui vit. Avant de commencer cet épisode, je vous rappelle que vous pouvez soutenir Compose sur Patreon. Je dépose juste ça là et je vous souhaite une très belle écoute. Merci Stéphanie d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. Ça fait 4 ans du coup maintenant que tu es sur ma liste d'invités, donc vraiment c'est un honneur de te recevoir enfin. Je suis très très contente. Tu es donc la créatrice de Tiroir de Loup. Avant qu'on vienne vraiment à la marque, au projet, tu peux m'expliquer comment est né ton intérêt pour les bijoux? Je pense que c'était il y a très 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 longtemps, enfin très longtemps, tu n'es pas vieille, mais tu avais 6 ans quand tu t'es intéressée aux bijoux. Effectivement. Alors, il y a différents aspects de ma vie qui ont attrait aux bijoux. Il y a d'abord ma maman et ma grand-mère avec qui j'ai grandi, qui ont toujours eu beaucoup de goût pour les bijoux. Les bijoux ont toujours fait partie des cycles de la vie, des grands moments dans l'histoire de la famille. Et j'ai très vite, dès que j'ai commencé à avoir l'âge pour chipoter, fait des bijoux. Donc, des petites choses, comme on en fait tous, des petits bracelets brésiliens, des petits bracelets en perles de rocaille. J'adorais les offrir, mais j'avais une petite marotte en plus, c'est que j'aimais beaucoup les vendre. Et donc, je les vendais dans la cour de récré. J'ai un petit côté business. Oui, que je n'assume pas. Mais oui, il y avait un petit côté business. Je faisais aussi des petites bagues en attache parisienne. C'est donc une espèce de petite coupole en dessous de laquelle il y a 2 petites pattes. On met ça c'est pour accrocher des feuilles ensemble. Et bref, moi j'en faisais des bagues. Je dessinais dessus, j'en faisais des bagues, je les vendais dans la cour de récré. Je me suis fait enguirlander comme du poisson pourri. Mais je me souviens très bien de ces moments-là. C'était très excitant. Et t'as continué au fil du temps comme ça, dans ton enfance, ton adolescence, à créer? Ouais, j'avais une espèce de mauvaise habitude. Je me disais toujours, je peux le faire moi-même. Dès que je voyais un truc qui me plaisait, je me disais, je peux le faire moi-même. Et très souvent, quand quelque chose me plaisait, il s'agissait d'un bijou, quelque chose qui brillait. Et donc voilà, j'avais à chaque fois ce réflexe. Ok, je vais le faire moi-même. Et j'ai continué. Je n'ai jamais arrêté. J'ai commencé à vraiment produire des bijoux en un petit peu plus grande quantité à l'UNIF. J'étudiais le journalisme, mais pour les besoins de ma santé mentale, je l'ai réalisé plus tard. J'ai toujours eu besoin de fabriquer de mes mains. Et ça, c'était facile de faire ça dans ma chambre de côte parce que j'avais pas besoin de beaucoup de place. Donc, je fabriquais plein de bijoux que je commençais à vendre à mes copines. Enfin, d'abord les donner et puis les vendre. Et j'ai continué. Je faisais des ventes privées chez moi. J'ai déménagé à Bruxelles après mes études. Dans mes colocs, je faisais des ventes privées. Et puis un jour, mon papa m'a dit « Mais ça a l'air sympa ton truc, t'as pas envie qu'on en fasse un projet professionnel ?» Et il m'a aidé à créer l'entreprise, la structure
officielle en fait du projet. Trop chouette. Et voilà, et on a travaillé ensemble quelques années, quand même 5-6 ans. Et là, c'est mon amoureux qui a repris sa place pour m'accompagner dans cette aventure, parce que gérer toutes les casquettes seule, ça n'est juste pas possible. Je pense que je me serais éteinte il y a bien longtemps. Donc voilà, mais je n'ai jamais arrêté, et j'ai travaillé en tant que journaliste pendant 7 ans dans la presse féminine, presse spécialisée, et en parallèle, je vendais mes bijoux. Je créais, je fabriquais et je vendais mes bijoux. On va revenir un peu en arrière, justement. Comment t'es passée de « je les donne à mes copines » à « je les vends ». Comment t'as fait ce step ? J'en fabriquais trop. J'étais trop goulue dans mon besoin de fabriquer. Et donc, je savais plus quoi en faire. Et c'est comme ça que c'est venu. Et puis, j'avais quelques copines qui étaient des copines un peu plus éloignées, qui elles-mêmes me disaient « Mais attends, je vais te l'acheter. Ça t'a coûté combien ?» Voilà. Trop bien. Ouais. Et du coup, c'était dur de déterminer les prix de ce que tu créais ? Très dur. Quand je dis je vendais, j'étais pas vraiment une businesswoman. Hein. Je les vendais pour des cacahuètes. Je récupérais juste les sous que ça m'avait coûté pour pouvoir acheter du matériel pour en faire d'autres, quoi. Ça te faisait quoi, justement, quand on achetait tes bijoux ? Beaucoup de satisfaction. Un peu de... Une sensation aussi un peu spéciale et ambivalente, parce que quand je les vendais, je les avais plus pour moi. Ah ouais. Je pouvais plus les regarder. Donc il y a un peu une sensation spéciale. Mais encore aujourd'hui, hein, je croise quand même régulièrement des gens ou des femmes qui portent mes bijoux à des événements ou dans la rue. Ça m'arrive très rarement d'aller me manifester, mais je le vois toujours et ça me comble de joie. Ouais. Et avant de revenir vraiment à cette étape tiroir de loup, pourquoi c'est vers le journalisme que tu t'es dirigée ? Alors, je pense que je fantasmais beaucoup la femme journaliste reporter, la femme forte. J'avais envie d'être une femme forte, c'était très important pour moi. Et je me visualisais reporter. C'est absolument pas dans ma nature, et je l'ai découvert après. J'ai d'ailleurs commencé dans la presse féminine, c'était très doux, c'était joyeux, je suis trop sensible pour me frotter à l'actualité au quotidien. Ah oui. Ça me rend pas heureuse du tout. J'ai fait un stage de 2 mois à la RTBF et j'ai très vite compris, même si j'appréciais le travail que j'avais à faire, j'ai très vite compris que sur mon énergie, c'était pas bon. Donc voilà. Aujourd'hui, le journalisme a toujours une place dans mon cœur. Je pense qu'il y a une part de militantisme en moi qui n'a pas l'espace aujourd'hui, avec Tiroir de loup, d'exister. Donc la journaliste reste là dans un coin, et je sais qu'un jour, je referai appel à elle. L'écriture aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup toujours portée, qui m'a toujours accompagnée. J'écris pas mal. J'aime écrire pour Tiroir de loup. Parfois, j'aimerais aller plus loin. J'aimerais aller sur des formats plus longs. Et j'aimerais beaucoup faire du documentaire, mais tout ça est complémentaire. Et l'idée, c'est de créer des contenus qui vont faire réfléchir, faire du bien, faire avancer les choses. Il y a des humains comme ça qui m'inspirent beaucoup et qui vont créer des contenus, qui créent encore aujourd'hui des contenus exceptionnels, qui font du bien au cœur des gens. C'est souvent du témoignage et je trouve ça très très puissant. Il y a des émissions comme ça que je suis et qui me nourrissent, mais d'une force, et j'aimerais parfois pouvoir contribuer à ma façon de cette façon-là aussi. Après, tu contribues quand même à ta façon, étant donné que tu partages beaucoup de valeurs. Enfin, il y a beaucoup de valeurs d'éco-responsabilité, de local, le bien-être aux gens aussi par rapport au message que tu crées, au message qu'il y a derrière les bijoux. Donc ce militantisme, il est encore un petit peu présent quand même. Ouais, il est présent. Et parfois, il crie un peu plus fort que ce que je n'ose le faire à travers Tiroir de loup. Ouais. Trop bien. Et quand tu es sortie, du coup, des études, t'as tout de suite trouvé un job dans la presse féminine ? Ouais. J'ai eu beaucoup de mal à accepter la presse féminine, l'étiquette, parce que quand on étudie le journalisme, il y a une espèce de hiérarchisation de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui est valable, de ce qui l'est moins. La presse féminine, c'était pas forcément ce qu'on valorisait pendant mes études, mais j'ai assez vite compris que ça me correspondait très bien par la légèreté, même si j'ai eu l'occasion de travailler pas mal de sujets avec profondeur, mais ça n'empêche que c'était quand même un environnement créatif, joyeux, et ça m'a beaucoup plu. Je me suis beaucoup amusée pendant ces 7 années. On travaillait entre copines, c'était très très joyeux. J'ai jamais eu le blues du dimanche soir. Sauf que après 7 ans,
Tiroir de Loup prenait de plus en plus de place et je devais vraiment mener de front 2 jobs créatifs pour lesquels j'avais de la pression sur le dos. Ouais. Et ça a été trop. Je pouvais plus gérer les deux. Je sais pas faire les choses à moitié, donc j'ai quitté le journalisme au moment où ça a été trop. J'ai parlé d'un burn-out. Je sais toujours pas aujourd'hui si c'était le cas. C'était en tout cas une grosse surchauffe et je savais plus qui j'étais, j'avais plus envie de me nourrir, ça a duré quelques semaines, ça m'a fait très peur. Finalement, ça s'est réglé. J'ai pu dépasser cette phase après 2 mois, mais je pense que cette phase a duré bien plus longtemps. J'ai su fonctionner malgré cet épisode, mais ça a duré un certain temps. C'était une belle crise existentielle. Tiroir de Loup, c'est né en 2013, et c'est en 2016 que tu étais à temps plein dessus ? Alors, oui... oui, exactement, en 2016. Et du coup, pendant 3 ans, comment tu répartissais ton temps entre les deux, entre le métier de journaliste et le métier de créatrice de bijoux ? Au début, c'était juste les vendredis. J'avais un 4/5e, j'ai très vite eu un 4/5e pour ça. Et puis les week-ends, les soirées, c'était tout le temps et ça ne me pesait pas. Ça ne me pesait pas. C'était juste du plaisir, c'était ma petite bulle. Le fait de travailler avec mes mains, ça m'apaisait beaucoup. Et petit à petit, j'ai dû créer l'e-shop. Il y a eu de plus en plus de choses un peu plus professionnalisantes, plus structurantes, qui quelque part m'enlevaient un petit peu de la légèreté, le côté très ludique en fait du projet à la base. C'est pour ça que c'est en professionnalisant de plus en plus que j'ai pas perdu, mais comment te dire ? C'était plus qu'une passion, c'était vraiment un projet entrepreneurial et donc tu avais aussi tout le côté qu'on ne voit pas, tout ce qu'il y a derrière le bijou, tout ce qui est admin, comptabilité, les RH, parce que aujourd'hui tu as une équipe autour de toi, T'as vu tout ça au fur et à mesure ? Oui, c'est ça. On engage une première personne, puis une deuxième. La première personne que j'ai engagée, c'était en 2015. C'était pour me permettre de partir étudier la bijouterie pendant 5 mois à Florence. Et donc, cette personne a fabriqué pour moi pendant cette période-là, à mi-temps. Ça s'est super bien passé. Ça m'a vraiment permis de vivre mon rêve pleinement. Et puis, à partir de là, on s'est jamais arrêté. On a à chaque fois agrandi un petit peu l'équipe. Et cet aspect-là est très challengeant, le côté gestion d'équipe. Et heureusement, je suis pas toute seule pour ça. Et oui, pourquoi partir te former ? Tu sentais que t'arrivais, vu que t'as toujours appris par toi-même, tu sentais que t'atteignais une limite ? Ouais, en fait, complètement, j'étais arrivée à la limite j'étais pas bijoutière. Je me vois toujours pas vraiment comme ça. Moi, je raconte des histoires, et je suis pas vraiment bijoutière. Il y a plein de compétences techniques que je n'ai pas. En revanche, j'ai les compétences suffisantes pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et ça, c'est grâce à cette formation. Avant, je faisais surtout de la composition, de l'assemblage. Donc, j'achetais des petites pièces à gauche, à droite et je les mettais ensemble. Ça, c'est un travail comme celui d'un fleuriste. Les éléments existent et ce qui fait notre force, c'est qu'on est capable de les mettre ensemble et d'en faire quelque chose d'harmonieux. Je ne sais pas pourquoi, ça ne m'a jamais suffi. J'ai toujours été un peu honteuse de ça, quand j'étais pas capable de faire une soudure, de scier du métal, j'avais un gros syndrome de l'imposteur. Mais j'avais pas non plus envie de refaire plein d'études. Comme tu l'as dit, j'aime bien apprendre par moi-même. J'avais pas envie que pendant 2-3 ans on me dise ce que je dois faire. Et donc je suis vraiment, par chance, tombée sur une formation de quelques mois et c'était de l'intensif du matin au soir. Et le premier jour où on arrive dans l'école, on reçoit une plaque de laiton, une scie et on y va. Il y a pas de théorie, c'est que de la pratique. Chaque semaine un nouveau projet. J'étais en effusion permanente, je ne savais pas dormir, j'étais surexcitée de comprendre comment on avait pu fabriquer tous ces objets qui me faisaient pétiller et sur lesquels je lorgnais depuis longtemps et que finalement je pouvais fabriquer moi-même. Ça t'a rendu encore plus autonome en fait, de pouvoir faire vraiment ce que tu veux, quoi. Ouais. Oui, complètement. Ça m'a ouvert une immense porte sur l'univers du bijou et ça m'a permis de vraiment créer les détails que je voulais. Aujourd'hui, je fabrique des talismans pour moi, des bijoux qui représentent
une partie de nous qui compte, soit quelqu'un, soit un moment, soit une de nos valeurs, soit un élément de notre personne essentiel. Et tant que tu ne sais pas sculpter un élément bien précis, tu ne peux pas aller jusqu'à cette profondeur-là dans ce que tu proposes comme produit. Ouais. C'est cette année, dans la presse féminine, ça t'a permis de savoir, de rencontrer justement d'autres créateurs et créatrices et de savoir ce vers quoi tu voulais aller ou que tu ne voulais pas aller? Pas spécialement. Quand j'étais journaliste, moi, ma spécialité, c'était le bien-être, le sport, la minceur à l'époque. Ça n'existe plus aujourd'hui. J'ai été un peu parachutée dans une rubrique minceur que j'ai petit à petit transformée en rubrique bien-être. Mais alors, je rencontrais plein de gens, mais assez peu de créateurs. Ah ouais. J'en rencontre beaucoup plus aujourd'hui, grâce au marché de Noël qu'on organise chaque année, par exemple, ou aux événements qu'on organise pour lesquels on invite d'autres créateurs, on fait des collaborations. Maintenant, je rencontre du monde, mais à l'époque, pas tellement. Et donc, Tiroir de loup, tu le disais, tu avais engagé une première personne pour aller faire cette formation. C'était compliqué de déléguer pour la première fois à quelqu'un d'autre la création de tes bijoux? Non, l'appel était trop grand. J'avais confiance. C'était quelqu'un qui avait de l'expérience. Non, ça n'a pas été trop compliqué. Et quand tu es revenue de là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que j'ai craqué. C'est là que j'ai constaté que je ne pouvais plus gérer mes 2 projets de front. L'appel du bijou était trop grand. Et donc, quelques mois après mon retour, j'ai un matin comme ça, j'ai fait une espèce de crise d'angoisse avec hyperventilation et tout le lendemain matin. C'était impossible pour moi d'aller travailler. Et voilà, et je pense que c'est juste... c'était un sujet de discorde parfois avec mon papa. Moi, je lui disais, je veux quitter le journalisme, je ne peux plus gérer les 2. Et lui me disait, attends encore un peu, financièrement, c'est pas possible, attends encore un peu. Et je comprends son point de vue, c'était beaucoup plus rationnel, mais moi, mon cœur, il criait trop fort. Ça devenait insupportable de gérer les 2. Mentalement, c'était plus possible, en fait. Non, j'avais plus l'espace. Ouais. Et donc, ça t'a fait peur de te lancer à 100%, parce que donc tu as été indépendante complémentaire d'abord, et c'est moins de cotisations sociales, c'est moins de risques. Ça t'a fait peur de faire le grand step et de te lancer en indépendante totale? Non, c'était juste. J'ai pas eu peur. J'avais pas beaucoup de besoins financiers. J'avais confiance. Ouais. Bizarrement. Pourquoi bizarrement? Ça fait peur. Mais ça n'a pas été le cas. Après, tout a été très progressif. Donc, c'est pas comme si j'étais en haut d'un tremplin et que du jour au lendemain, j'avais dû sauter. Tout a été très, très progressif. Tout a été très... tout s'est fait pas à pas. Ouais. Et donc, t'avais combien de personnes avec toi à ce moment-là? En plus de ton papa et de la première personne que tu as engagée? Quand je me suis lancée à temps plein, on était... Je crois qu'il y avait 3 personnes en plus. Ouais. Comment ça s'est développé au fur et à mesure? Quel profil déjà tu as recherché pour commencer? Alors, la première personne qui a travaillé chez nous, elle est venue me chercher. Je participais à un pop-up de créateurs belges rue de Namur. Ça s'appelait... Je ne sais plus comment ça s'appelait, tiens. C'était un très chouette endroit qui m'a fait faire de belles rencontres aussi. Et cette personne est venue vraiment me frapper à ma porte. Elle y a été au culot, comme une petite fée. Et elle était vraiment plus âgée. Elle est décédée aujourd'hui, malheureusement. Mais elle a beaucoup compté parce elle est vraiment venue avec son regard presque de maman sur moi, et elle m'a donné énormément de confiance dans le projet. Elle croyait vraiment en moi, elle est vraiment arrivée comme ça en disant « T'as un super truc entre les mains, je vais t'aider ». Et voilà, donc petite fée qui veille sur nous encore aujourd'hui. Et puis ensuite, on a commencé à engager des étudiants qui étudiaient à l'EFP. Et ça a été très porteur parce que c'est vraiment une expérience donnant-donnant. L'étudiant gagne en expérience et nous, on a la possibilité de se faire aider par des gens qui ont envie d'apprendre notre métier, qui ont certaines compétences qu'ils ont appris à l'école pour un coût réduit. Donc voilà, on le fait toujours aujourd'hui. On a toujours bien 1 ou 2 personnes de l'EFP dans l'équipe. Voilà, ça se passe en général assez bien. Et sur ton site, tu mets à chaque fois, t'as tous les noms des membres de l'équipe, plus leur qualité, genre la positivité, etc. Ouais. Au fur et à mesure, t'as vraiment
créer un atelier cocon où c'est important que voilà, on se sente bien et qu'il y ait le côté bien-être au travail qui est important. Ça répond aussi à ma facette militante. C'est hyper important pour moi de prouver qu'on peut arriver à créer une entreprise sur la base du cœur, à partir de valeurs fortes, sans se faire piloter par le côté business. Et la gestion d'équipe fait partie de cette dynamique-là ici. C'est très doux, c'est pas très structuré. Les choses se mettent un peu comme elles se mettent. Alors, pour certaines personnes, ça convient bien, pour d'autres, un peu moins bien. Mais moi, ce que je vois, c'est que ça fait 12 ans que ça fonctionne, bientôt 13, que ça fonctionne comme ça. On a quand même une équipe de personnes qui sont là depuis pas mal de temps. Il y a des super chouettes journées, il y a des journées moins chouettes, il y a des hauts et des bas, mais ce que je vois, c'est que cette souplesse et cette douceur créent un environnement de travail porteur qui fidélise aussi quelque part. Alors, je le fais pas parce que je veux garder les personnes autour de moi, mais je le fais juste parce que c'est comme ça que je suis et que c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, je pense que tout est énergie. Et je pense que une équipe, c'est un organisme qui se construit aussi sur base des énergies de chacun. Ici, on n'engage pas les gens sur base de leur CV. On les engage vraiment sur base de ce qu'on ressent dans nos tripes quand on les rencontre. Et voilà, il peut y avoir des mauvaises surprises, mais de manière générale, ça se passe bien. Trop chouette. Tu es fière d'avoir réussi à créer de l'emploi ? C'est marrant parce que ça, on me le dit souvent. Mais Oui, quand tu me le dis comme ça, oui. Parce que tu as créé le tien, mais du coup, tu as créé aussi celui d'autres personnes. Quoi. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais je suis plus fière d'avoir créé une entreprise positive et douce. Ouais. Même s'il y a des moments de rush comme là on va avoir avec Noël, mais je suis plus fière de la philosophie de l'entreprise que je pense rarement au fait que j'ai créé de l'emploi. Et oui, justement, tu parlais de Noël, du gros rush. Comment se présente une année type, entre guillemets, pour le tiroir de loup ? Alors, en général, on sort quelque chose chaque mois. Alors avant, je sortais des collections. Très mauvaise idée. Je me suis fatiguée, je me suis épuisée. Ça n'avait aucun sens sur le plan éthique. Je sortais pas des collections chaque mois, mais j'en sortais quand même plusieurs sur l'année. Aujourd'hui, j'ai décidé de réduire mes sorties bijoux, de ne plus proposer que des bijoux porteurs de sens, donc de limiter grandement les sorties purement plaisir, comme une collection de créoles, une collection de joncs de bracelets en tout cas. J'ai vraiment envie de me concentrer sur les bijoux qui racontent des choses auxquelles je tiens. C'est ce qu'on a fait cette année et c'était quand même un pari parce qu'on a sorti moins de choses, mais ça a fonctionné. Je pense que les clientes qui aiment Tiroir de Loup, elles aiment justement ça chez nous. C'est le véhicule d'histoire. Donc voilà. Une sortie par mois. Ça veut dire une histoire par mois avec des vidéos, des photos. Donc, ça rythme fort, en tout cas, mon travail, le travail de l'équipe aussi pour la fabrication. Moi, je commence à préparer Noël en août. Ah oui. Sinon, je m'effondre début octobre. Donc, m'effondre de stress, quoi. Parce que trop de pression sur mes épaules en trop peu de temps. Donc, cette année, j'ai commencé tranquillement à faire mes photos de Noël le 4 août. Et voilà, les choses sont bien prêtes là. Je suis pas dans le rush, je suis pas dans le stress. Et ça compte beaucoup. Donc, je me félicite de m'être organisée comme ça. Et la fin de l'année, Noël, l'enjeu est énorme. C'est un tiers du chiffre de l'année, un quart, du chiffre d'affaires de l'année. Non, on peut même dire un tiers. C'est déterminant pour l'année qui suit. C'est quand même une période stressante parce qu'on espère pouvoir continuer de façon confortable, ne pas devoir se séparer de personne, ne pas devoir... ça n'a jamais été le cas, hein, mais voilà. Mais on y pense toujours, quoi. On y pense, oui, c'est ça.
Et c'est une période super vivante, je dirais. Je n'ai pas envie de dire stressante, parce que quand on est organisé, il y a des pics de stress, surtout pour la fabrication. Il faut qu'on ait assez de choses à proposer. Ça, c'est le plus gros stress. Mais sinon, c'est joyeux, en fait. C'est gai. On fait les colis tous ensemble, alors que d'habitude, c'est 2-3 personnes. On a ce marché de Noël où on invite 15 créateurs. Ici, ça dure 4 jours. Et c'est la fête, en fait. Ouais. C'est important pour toi de mettre d'autres créateurs et créatrices en avant durant ce marché de Noël ? Hyper important. Ouais, ça fait longtemps que j'ai envie de faire des capsules vidéo, des belles vidéos. Je vais dans les ateliers des autres. J'ai pas encore trouvé le temps, mais ouais, c'est hyper important. Ouais. J'ai envie d'utiliser le rayonnement qu'on a aussi pour ça, parce que l'artisanat, ça parle de tellement de choses. Ça parle du retour au cœur, ça parle d'un rythme de vie plus lent, ça parle de savoir-faire souvent très ancien qu'on a tendance à perdre. C'est hyper important de garder une connexion avec ça, surtout quand on voit ce qui se passe avec des Shein et des Temu. Ouais. Donc, j'aurais pas dû les citer, mais voilà. Je tiens beaucoup à ça. Ouais. Tu parlais d'organiser à l'avance, notamment pour Noël, que tu as commencé déjà en août, etc. C'est vraiment au fur et à mesure des années de travail de Tiroir de Loup que tu as appris à savoir comment fonctionner pour correspondre à tes énergies à toi ? Ah oui. Tout à fait, ça a mis beaucoup de temps. J'ai été longtemps, je vais pas dire malheureuse, mais dérégulée. Maintenant que j'ai compris un peu qu'on a tous un système nerveux, je comprends mieux comment fonctionne ce système nerveux. J'ai vécu très longtemps dérégulée sans me comprendre, comme tu le dis. J'ai d'ailleurs créé un carnet pour moi, pour me permettre de mieux me comprendre, et je l'ai imprimé pour mes clientes, pour les aider elles aussi à se reconnecter à elles-mêmes. Le carnet Belle Personne, ça m'a pris du temps. Et je pense que c'est normal. Aujourd'hui, ce rythme vraiment me correspond. Et puis si c'est trop, je reporte les choses. On garde beaucoup de flexibilité dans les sorties, dans les événements. Et puis mon équipe me soutient vraiment fort. Avec le temps, j'ai beaucoup plus difficile à passer toutes mes journées ici à l'atelier. Au début, j'étais là tous les jours, et puis je passe à 4/5e, puis... Enfin, 4/5e. Je bosse tous les jours, mais de présence ici à l'atelier, quoi. Plus le temps passe, et aussi avec la maternité, j'ai besoin de 2 à 3 jours de travail à la maison pour pas me perdre et pour rester équilibrée, quoi. Ouais, ça, c'est essentiel aussi. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être ici, et qu'est-ce que ça t'apporte d'être chez toi ? Comment tu te sens Enfin, déjà, est-ce que les deux sont vraiment nécessaires à ton fonctionnement quotidien ? Et comment tu te sens dans l'un et dans l'autre ? Ouais, les deux sont totalement nécessaires. Quand je vois pas l'équipe pendant trop longtemps, ça va pas. J'en ai besoin. Ça me redynamise. Et puis ça, le côté troupe, le côté groupe, le côté nous retrouver autour de ce qui nous fédère, ça me nourrit vraiment. Sentir que tout va bien. J'ai besoin quand même toujours de venir. Je sais directement voir, sentir qui va bien, qui va pas bien, réfléchir à comment je peux faire. Mais je peux pas faire ça tous les jours parce que je crois que je suis juste trop sensible. Ça me prend beaucoup d'énergie. Ouais, j'allais te demander, tu penses que ta sensibilité, c'est un atout ou quelque chose de compliqué à gérer par rapport à l'entrepreneuriat et le fait d'avoir une entreprise ? Je pense que c'est un atout. C'est les deux. Parce que cette sensibilité me fait justement que je vis plus souvent dérégulée. J'en discutais avec ma sœur qui est psy, elle me disait, moi je me demande parfois si l'hypersensibilité existe, si c'est pas juste un profil, un type de personne qui vit avec un système nerveux beaucoup plus réactif, beaucoup plus vite dérégulé. Donc je ne sais pas. Je pense que ça m'a longtemps mis des bâtons dans les roues, mais je sais aussi que c'est cette sensibilité qui a fait que j'ai pu donner une force à Tiroir de Loup qu'on ne voit pas partout ailleurs. Et c'est ce qui a fait notre singularité. C'est cette façon de sonder mes émotions, mes ressentis, de les déposer, qui crée une forme d'effet miroir et d'écho, et qui crée un lien avec ma communauté. Et ça, je pense que si on n'est pas sensible, on peut pas le faire. Et d'ailleurs, je pense que les personnes qui ne sont pas un minimum sensibles ne sont pas dans ma communauté. Voilà.
Ça fait partie aussi des histoires, des bijoux que tu partages. On sent à chaque fois cette sensibilité, notamment avec le collier Reliance qui vient de sortir. Ouais. À chaque fois, c'est... comme tu le dis, en fait, tu ne peux pas toucher quelqu'un qui n'est pas un tout petit peu sensible et en tout cas qui est ouvert aussi à ses émotions, quoi. Ouais, exactement. Et ça, je pense que c'est mon combat numéro 1. C'est connecter les gens à leurs émotions et à leur cœur. Parce que tout part de là. Ouais. Et je sais que les gens que je fais réagir, ou qui pourraient un peu se moquer, parce que ça, pour certaines personnes, c'est un peu cucu. En fait, directement, je vois bien ce qui se joue chez eux quand c'est comme ça. C'est qu'il y a une part d'eux qu'ils rejettent. Et voilà. Par rapport aux histoires des bijoux, justement, tous ces bijoux qui sortent comme ça, toutes les histoires que tu racontes, c'est vraiment lié aussi à ton expérience personnelle. Enfin, il y a un peu de toi dans chacun de ces bijoux. Ah, il y a tout à fait de moi dans ces bijoux. Ouais, complètement. Et Reliance, par exemple, l'idée m'est arrivée dans une période où une amie était très très malade, était sur le point de mourir. Et donc cette question de la mort, de l'absence me travaillait énormément. Et voilà, et l'idée m'est arrivée. J'ai presque l'impression qu'on m'a chuchoté cette idée. Elle m'est arrivée comme ça. Et du coup, quand ça arrive, tu te mets devant ton carnet et tu dessines ? Je dessine pas. Tu dessines pas du tout ? Très peu. Je crée mentalement. Je me crée des petites images dans la tête. Et puis, c'est peut-être une erreur, hein, mais j'ai l'impression que les idées qui restent dans ma tête sont les bonnes idées. Et les autres, je les laisse s'évaporer. Je dessine assez peu et je préfère directement travailler la matière. Donc, soit de la cire, soit de la pâte Fimo, soit le métal directement. Ouais. Et comment ça se passe en fait ? À ce moment-là, tu es vraiment toute seule ou tu t'accompagnes déjà de certains membres de l'équipe ? Non, je suis toute seule dans ma bulle pour faire ça. Mais je fais toujours intervenir l'équipe à un moment. Donc, dès que j'ai quelque chose de matériel que je peux leur montrer, je leur montre, je leur demande leur avis. Et souvent, ensemble, on améliore le prototype. C'est toujours un chouette moment d'échanger et d'arriver à quelque chose de bien à partir d'une idée qui était bien, mais qui méritait d'être un peu plus poussée, quoi. Et t'as toujours comme ça des nouvelles idées ? Oui. Est-ce que tu dois justement plus choisir entre celles que tu sors et celles que tu ne sors pas ? Celles qui ne restent pas dans ta tête, en fait. Ouais. Oui, j'aime bien. Mais pas que des idées de bijoux, hein. Là, cette année, d'ici quelques semaines, on sortira un oracle, qui n'est pas un jeu ésotérique, mais qui est plus un jeu de cartes avec 60 clés, vraiment 60 clés qu'on connaît tous un peu, mais qu'on a tendance à oublier, qui font du bien, qui sont bonnes à se rappeler. Et donc cet oracle, j'ai travaillé pas mal dessus cette année. L'idée m'est venue début d'année. J'ai adoré intercaler ce travail un peu plus loin du bijou, parmi le travail du bijou. J'aime bien passer d'une tâche à une autre. J'aime bien créer un bijou et puis le lendemain faire une belle vidéo et puis après écrire un texte et puis après voilà. Et quand est-ce que tu t'es dit, parce qu'il y a eu aussi les illustrations, les carnets dont on parlait tantôt, quand est-ce que tu t'es dit qu'en fait Tiroir de loup ça pouvait être autre chose que les bijoux ? Dès le début. C'est pour ça que je l'ai appelé Tiroir de loup. Et quand je visualisais le tiroir, je voyais un carnet dedans. Je voyais des carnets, je voyais du papier. Et Lou, c'est qui ? Lou, c'est peut-être le prénom que j'aurais aimé avoir. C'est juste qu'il faisait écho à différentes facettes de ma personnalité. Je trouve ça doux, je trouve ça rond, réconfortant, c'est un peu joyeux et à la fois c'est un peu féminin. Voilà. Et je trouvais que Stéphanie dans un nom de marque, c'était trop long. Voilà, je voulais quelque chose d'un peu plus léger. Et tout ce qui est identité visuelle de Tiroir de loup, c'est toi qui l'as travaillé aussi ? Ouais. Oui. La seule chose que je n'ai pas faite, c'est le logo. Là, on a fait appel à une agence et c'est une stagiaire qui travaillait pour une agence qui nous l'a fait. Et on l'a pas changé. Et au début, t'es passé par quoi en fait ? Parce qu'en fait, on a un peu passé cette étape de lancement, mais une fois que t'avais commencé les ventes privées, etc., pour toi, Tiroir de loup, une fois que c'était établi, comment t'as commencé en fait ? Comment t'as commencé à vendre les premiers bijoux ? Comme ça, en vente privée, et puis j'ai créé un e-shop. Et en fait,
le gros tremplin, ça a été les réseaux sociaux, ça a été Facebook en fait. Ah oui. C'est pour ça, on en discutait l'autre jour avec mon compagnon. Aujourd'hui, tu veux te lancer. Les réseaux sociaux, c'est plus du tout la même histoire. Je pense que j'ai aussi bénéficié de ce qu'était Facebook à l'époque. C'est-à-dire que tu postais quelque chose et tous les gens qui étaient abonnés à ta page te voyaient. Et donc, j'ai créé ma communauté. J'ai commencé à la créer comme ça. Et après, t'es passée sur Instagram en plus de Facebook. Ouais, après l'Italie, après ma formation. Oui, j'ai peut-être pas dit que c'était en Italie, la formation bijoux, mais donc après l'Italie, Et justement, cet aspect communauté, c'est important pour toi parce que voilà, tu le disais, à chaque fois, tu racontes aussi ce bijou, tu racontes toutes les étapes et il y a beaucoup de photos, de vidéos, etc. C'est important d'échanger avec cette communauté. Hyper important. Parfois, j'imagine un monde où tout le monde, où tout ce qu'on achète, ou tout ce qu'on possède, ou tout ce qu'on finit par acquérir porte des choses aussi fortes, où on a plus l'impression d'acheter un bol, d'acheter un petit morceau de la personne qui fait écho à nous en effet miroir. Des choses un peu plus vibrantes, qui racontent des choses et qui portent une énergie de passion, de vie, quoi. Qui racontent des choses et qui sont aussi faites par des humains derrière, c'est important pour toi. Et t'as toujours eu en toi cet aspect... j'achète un produit créé par quelqu'un. Pas du tout. Pas du tout. Oh non, pas du tout. J'ai honte. J'ai petit produit de la société que l'on connaît. Quand j'étudiais à Louvain-la-Neuve, l'Esplanade a ouvert pendant mes études. Et mon Dieu, je passais un temps fou là-bas à acheter du synthétique. Alors, je dis pas que j'achetais des trucs si souvent, mais quand même, j'ai l'impression que quand j'y pense, je n'avais aucune conscience de ça. J'ai toujours eu de l'affect pour certains objets, un attachement émotionnel pour certaines choses qui vibrent quelque chose d'un peu plus fort. Ça, oui, je regardais des petits objets comme ça, comme des petits trésors, mais ça restait marginal. Ouais. Et comment t'as déconstruit tout ça ? Pas à pas. Et je me souviens aussi que chez Flair, on faisait des tirages... j'étais journaliste chez Flair, on faisait des tirages au sort à partir de produits qu'on recevait toute l'année. Et une fois par an, avant Noël, on redistribuait tout dans l'équipe. Et j'étais excitée comme un coucou de recevoir tous ces produits gratuits. Et un jour, j'ai eu une espèce de dégoût pour tout ça. J'ai eu une espèce d'ouverture de conscience écologique je crois que c'était en regardant des vidéos de Pierre Rabhi. Je suis tombée sur des interviews de lui sur YouTube et ça m'a donné des claques sur claques. Et j'ai commencé un peu à... C'était dur, c'est inconfortable. Ça nous met face à nous, au comportement qu'on a pu avoir. Mais voilà, ça s'est fait petit à petit. Alors je suis très forte pour culpabiliser. Donc, j'ai beaucoup culpabilisé encore aujourd'hui. Je culpabilise encore pour plein de choses. Mais je fais vraiment de mon mieux et j'essaie de me concentrer sur ce qui est vraiment de l'ordre de ma portée. Mais ça a été très progressif. Ouais. Comment tu as fait du coup pour trouver les producteurs, même l'imprimeur, etc. Enfin, tous les éléments qui composent Tiroir de Lou, comment tu as fait pour les trouver et que ce soit local, éco-responsable ? Google, Internet. Au début, c'était juste ça parce que j'avais zéro contact. Donc, c'était vraiment Internet. Prendre mon téléphone, appeler, poser des questions, comparer des prix. Et ça a été très clair dès le départ, quoi. Je voulais faire appel à des fournisseurs locaux pour la plupart des choses. Et ça a été compliqué de vouloir suivre ce côté éthique ? Il y a un aspect très concret qui est que quand on fait ça, tout coûte plus cher. Donc voilà, mais quand c'est le choix du cœur, c'est comme ça et pas autrement. Donc il n'y a même pas débat. En revanche, j'ai découvert tout un tas d'artisans avec des savoir-faire incroyables dans tous les domaines. Des gens qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit jamais dans les médias. Et c'est dommage. Là, l'année passée, on a trouvé un graveur, quelqu'un qui fait vraiment de la gravure à la main, et c'est un savoir qui se perd petit à petit. Aujourd'hui, on travaille avec lui pour des projets.
Et à chaque fois, c'est beaucoup de joie et d'excitation de tomber sur ce genre de personnes. Ça a été compliqué de se dire, voilà, j'ai une conscience éco-responsable et d'un autre côté, je mets un nouveau produit sur le marché, 100%. entre guillemets. J'ai failli arrêter après ma formation à Florence. Mes 30 ans sont arrivés. Enfin, c'était vraiment porte dans ma tronche. J'ai failli arrêter. Pour moi, ça n'avait plus aucun sens. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais J'utilise des ressources. Pour moi, je contribuais au problème. Ah oui. Alors, d'une certaine façon, c'est effectivement le cas. Et d'une autre façon, d'un autre point de vue, je réinvente le système d'une certaine façon. Alors, un tout petit bout du système, évidemment. Mais mon objectif, c'est vraiment de montrer qu'on peut arriver à faire les choses bien. Alors, pas si on a envie de devenir millionnaire, ça c'est sûr, mais je pense que personne n'a besoin de devenir millionnaire et qu'on peut vraiment faire les choses de façon raisonnée, en fait. Ouais. À partir de cris du cœur. Je pense que et c'est ce que je chante comme louange depuis le début, mais c'est tellement vrai. Toi, c'est quoi ton objectif ? Qu'est-ce que ça... J'ai vu que tu avais fait un article une fois sur qu'est-ce que le succès, qu'est-ce que la réussite pour toi ? Bah justement, c'est d'arriver à créer un projet totalement aligné avec mes valeurs. Alors 100%, non, parce qu'il y a toujours bien des petits couacs à gauche à droite. Il y a toujours bien des zones d'ombre, surtout quand il est question de bijoux, de pierres, de diamants. Les personnes qui vous affirment que les pierres qu'ils utilisent sont 100% éthiques, je sais pas très bien comment elles ont pu obtenir cette information, mais ça me paraît un peu douteux. Donc, c'est pas du 100%, mais pour moi, regarder derrière et me dire, j'ai cru en un projet basé sur ma sensibilité, et j'ai eu raison. On est 12 à en vivre, 13 à en vivre. Ça, pour moi, c'est le succès. Et je me dis que, d'une certaine façon, j'ai réussi quand on m'écrit pour me dire que tel ou tel bijou les a aidés. Alors, ça a l'air peut-être complètement con. J'imagine certains hommes écouter cet épisode et se dire « Mon Dieu, quel bullshit !» Mais en fait, non. Il y a vraiment un truc qui se passe. On accompagne des moments de vie très forts, souvent. Et je sais que certains textes que j'ai pu écrire ont aussi aidé à certains moments. Donc, voilà. Recevoir un message, c'est peut-être la personne qui l'envoie ne se doute pas forcément à quel point ça va te toucher. Ça te touche vraiment de recevoir ces messages des personnes qui ont tes bijoux. Ouais, toujours. Et c'est comme si mes petites clientes étaient connectées à moi, parce que c'est toujours dans les périodes un peu de creux, de perte de confiance que je reçois des messages. Je fais des screenshots à chaque fois, je les garde en fait. Trop chouette. Ouais. Et tu les regardes de temps en temps pour te rebooster un petit peu. De temps en temps, ouais. Ça a changé quelque chose aussi. Tu parlais du fait que tu es devenue maman. Ça a donné encore plus de sens à ton projet de savoir que tu montrais l'exemple à ton enfant. Je me suis dit plusieurs fois, je me suis posé la question, si demain, elle nous demande « Et toi, qu'est-ce que tu as fait pour améliorer les choses ?» J'espère pouvoir lui répondre avec aplomb que j'ai essayé de réinventer les choses et que j'ai essayé de montrer une autre voie aux personnes qui étaient intéressées et qui avaient envie de le voir. Ouais. Et c'est là que la journaliste revient et j'ai envie de pouvoir lui dire que j'ai été plus loin un jour. Ouais. Oui, ce côté journalisme, il revient quand même un peu, notamment par rapport à l'écriture. C'est important d'avoir cet aspect vraiment écriture aussi dans ton projet. Oui, très important. Ouais. Elle représente quoi l'écriture pour toi ? Le lien à l'autre. J'ai l'impression parfois d'avoir une petite baguette magique quand j'écris, qui n'est pas forcément moi. Parfois, j'ai l'impression qu'on me dicte qu'on me dicte ce que je dois écrire, mais que je suis capable de retransmettre une émotion avec la finesse d'une émotion, et que par cette transmission, ça apaise certaines personnes dans certaines situations. Ouais. Quand je prends le temps
d'écrire à partir d'un espace où j'ai souffert, où j'ai ressenti des choses très fortes. Je pense que je suis capable de les retransmettre. Et derrière, si quelqu'un se dit oh, je suis moins seule, je me sens moins seule, c'est la mission est accomplie, quoi. On peut faire un parallèle du coup un peu entre le bijou et l'écriture pour ça. Ouais. Oui, pour ce côté lien aussi. Oui, complètement. Ah ben, le bijou, c'est que ça, c'est de l'émotionnel, du lien, complètement. C'est du subtil, c'est tout à fait ça. Et je pense que c'est pas pour rien que je me suis orientée vers les bijoux et que j'ai pas, parce que j'adore aussi peindre, j'adore bricoler plein de choses quand j'ai le temps. Mais le bijou a quelque chose en plus. On le porte contre la peau, on le transmet aussi. Donc c'est assez puissant comme objet. Tu le disais tantôt, ton compagnon travaille aujourd'hui avec toi. C'était un risque aussi, ça, de se mettre à deux dans la même société ? Oui, mais j'y pense pas trop. C'est un risque. Complètement. Mais on est tous les deux sereins avec ça. On est très complémentaires. On travaille ensemble sans trop travailler ensemble parce qu'on fait des choses très différentes et on se fait confiance l'un l'autre. Donc voilà, il y a des moments parfois de friction, mais c'est pas particulièrement anxiogène. Ouais. Et cette société, elle est à toi à 100% ou vous êtes associés vraiment ? Oui, elle est aujourd'hui, elle est à moi à 100%. Mon compagnon a juste 10%. J'aimerais bien qu'il ait un peu plus aussi. Mais ouais. Pourquoi t'as envie qu'il ait un peu plus ? Parce qu'il s'investit beaucoup. Voilà, ouais. Trop bien. Il apporte quoi, lui ? Tu disais que vous étiez très complémentaires, justement. Dans quel sens vous êtes complémentaires ? Alors, qu'est-ce que vous apportez chacun ? C'est le yin et le yang, complètement. Lui, il gère un peu plus... il gère complètement le côté admin, le côté gestion, compta, un peu d'opérationnel aussi. Il m'aide aussi par rapport à la gestion de l'équipe. Tout ce qui est RH, c'est lui qui gère, donc il fait beaucoup. C'est important d'avoir un entourage qui comprend ce que tu fais et qui comprend ce que tu vis. Oui, très important. Mais ça, c'est pas un sentiment que j'ai souvent, qu'on me comprend. J'ai pas souvent cette sensation. Même si je me sens très entourée et que je sais qu'autour de moi, on fait l'effort d'essayer de comprendre. Je sais pas si on comprend vraiment, mais au final, c'est pas ça qui compte. Oui, parce que de l'extérieur, on pourrait se dire, t'as autant de personnes avec qui tu travailles, t'as autant d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est bon, tu cartonnes, tout est tranquille. Mais c'est pas du tout ça la vie d'entrepreneur. Non, mais la vie tout court, c'est pas ça. Non, moi, le plus gros challenge dans ma vie aujourd'hui, c'est la gestion de mon énergie, de ma vitalité, essayer de pas me fatiguer tout le temps. Et ça, c'est une difficulté dans ma vie. Et ça a l'air de rien, mais en fait, c'est pas toujours simple. J'essaye aussi toujours de prendre le plus souvent soin de ma santé mentale parce que en étant sensible, je peux me sentir très vite polluée par plein de choses, y compris par l'actualité. Il y a toutes les choses qui font que parfois la vie grince un petit peu, évidemment. Ouais. Est-ce que tu souffrirais d'éco-anxiété ? Mais bien sûr, évidemment. Je peux comprendre. Oui, complètement. C'est pour ça que j'essaye de me protéger un maximum de l'actu et de me concentrer sur des contenus qui vont me nourrir, me donner espoir. Il y a plein de choses. J'ai relu 2 fois le livre Espoir de Jane Goodall. Je regarde... je crois que j'ai vu tous les documentaires de Frédéric Lopez, c'est-à-dire Rendez-vous en terre inconnue, La parenthèse inattendue, je les ai tous vus 4 fois parce que ça me redonne foi dans l'humain, dans la vie. Je regarde Nu et culotté de Nancy Moots qui partent chaque épisode à la rencontre de plein d'humains exceptionnels de façon inattendue aussi. Je me nourris. Allez, au lieu de regarder l'actualité, dès que j'ai un coup de mou, je sais vers où aller chercher la lumière. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Green Renaissance, qui aujourd'hui a changé de nom, je sais plus. Mais si on tape Green Renaissance dans YouTube, on tombe sur eux. C'est à chaque fois un portrait d'une personne incroyable et inspirante, chez qui on peut aller un peu se nourrir, chercher un peu d'énergie. Voilà. Oui, justement, pour préserver ta santé mentale, pour te ressourcer aussi. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qui te ressource ? Tout ça, créer de mes mains, ce qui est
ce que je fais pas assez en ce moment. Je suis plus derrière mon ordi à faire de la com qu'autre chose. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais changer l'année prochaine. Et sinon, on habite à côté de la forêt, donc marcher dans la forêt. Dans l'idéal, j'aimerais bien pouvoir marcher une demi-heure à 1 heure par jour. Ce n'est pas la réalité. Mais bon, j'essaie quand même d'y aller plusieurs fois par semaine. Ça me fait du bien. Très cliché, mais le yoga m'aide aussi. Le lien aux autres m'aide aussi. Les moments de solitude m'aident aussi. Mon carnet belle personne m'aide aussi. Voilà. Et puis tous les petits plaisirs de la vie, tout ce qui apporte de la lumière, la musique, voilà. Et puis ma fille. Comment tu vois la suite, l'évolution de Tiroir de Loup ? C'est pas si simple. Je trouve que là, on a un rythme plutôt confortable. Et l'envie de profiter de ce rythme confortable est là. Mais je sais que d'ici quelques années, moi, je me vois toujours dans une petite cabane en train d'écrire toute seule dans ma bulle. Voilà. Alors, est-ce qu'un jour je le ferai ? Je ne sais pas. Mais c'est une vision que j'ai depuis toujours. Je ne sais pas quand je le ferai. C'est peut-être dans 10 ans. Mais voilà. Et pour le reste, je n'ai pas spécialement envie que Tiroir de Loup grandisse davantage. On est très bien comme ça. On n'a pas besoin de plus. Tant qu'on continue d'exister dans ce monde où il y a de moins en moins de place pour l'artisanat, moi, je suis contente. Oui, justement, comment est-ce qu'on fait pour continuer à exister dans ce monde où l'artisanat est moins valorisé et où on a plus accès à ces grandes chaînes dont tu parlais tantôt ? On investit dans un bon appareil photo et on essaye de trouver un petit peu de temps pour se filmer, créer du contenu, se rendre visible. Mais c'est très difficile parce que la plupart des créateurs sont... ont peur de se montrer. Il y a beaucoup de résistance à ça et pourtant, il y a que ça qui fait la différence. Et c'est pas pour se vanter ou c'est juste pour faire découvrir son travail et qui se cache derrière le travail. Et ce qui fait qu'on achète chez un artisan ou chez un autre, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on s'identifie ou qu'on trouve chez lui quelque chose dans son énergie ou dans son travail qui fait écho à nous. Donc ça, c'est essentiel. Sans dévoiler qui on est, ça n'est pas possible aujourd'hui d'exister en tant que et de vivre d'un projet artisanal, ouais. Tu penses que ça t'a aidé, toi, ta formation en com et en journalisme, pour justement faire ce step de te montrer ? Oui, complètement. C'est certain. Après, Alors, aujourd'hui, je peux plus te dire ce que j'ai appris pendant ces études. En revanche... ce que je crois, c'est que le marketing, c'est instinctif aussi. Et à partir du moment où on a un peu l'œil, si on arrive à faire quelques chouettes photos, si on est capable d'aligner 3 mots et qu'on peut... et qu'on se fait un peu confiance, je pense qu'on peut, à l'instinct, faire de bonnes choses, sans formation. Je pense pas qu'on doive avoir une formation comme pour pouvoir... rayonner un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Après, les réseaux sociaux, voilà, je sais pas quel est l'avenir de ces médias, mais il y a aussi les newsletters, il y a aussi... Mais pour l'instant, en tout cas, à notre époque, ne pas avoir recours aux réseaux sociaux, c'est impossible d'exister autrement. À moins d'avoir pignon sur rue, dans une rue où il y a du passage. Mais... Malheureusement, je crois que c'est indispensable. Et en fait, heureusement aussi, parce qu'on a tendance toujours à noircir les réseaux sociaux, mais c'est aussi un magnifique outil de création de liens, de rayonnement, vraiment. Ouais. Justement, tu parles de pignon sur rue. Toi, tu as une partie boutique dans ton atelier, mais qui n'est pas ouverte tout le temps. Pourquoi, justement, ne pas avoir une boutique physique ? On s'est jamais organisé comme ça. Ça demande d'avoir 1 ou 2 personnes toujours disponibles pour ça. On n'a pas envie d'avoir pignon sur rue parce qu'on préfère... on est un peu planqués, nous. On ne voit pas de la rue et on aime ça. Ça nous rassure. Et je sais pas. C'est mis comme ça. Je pense que il y a une forme de mystère que j'aime encore bien aussi. Et puis ça crée aussi ce côté un petit peu... bulle d'intimité exclusif quand les gens peuvent venir à l'atelier. Clairement, ouais.
Ouais, je sais que ça fait cet effet-là quand on vient ici. On a un peu l'impression de s'immerger dans un univers un peu parallèle dans lequel on prend soin de nous. Ouais. Trop bien. Tu t'imagines du coup, tu parlais d'écrire un livre, tu t'imagines faire autre chose que créer des bijoux? Oui. Tu parlais d'écrire, tu n'as pas parlé d'écrire un livre, tu as parlé d'écrire. Est-ce que ce serait un livre déjà? Je sais pas. Et je sais que... Je pense que ça me manquerait si j'arrêtais. Je suis même sûre que ça me manquerait. Donc il faut que ça mijote encore, tout ça. Mais j'ai des choses à accomplir avant de vraiment me poser ces questions-là. Je sais pas très bien. Je suis sûre que ça me manquerait. Mais je pourrais arrêter Tiroir de loup d'ici quelques années. Et puis, quelques années, c'est pas 2 ans, hein, c'est plus long. Pour rassurer mon équipe si jamais ils m'écoutent. Oui, c'est ça. Mais continuer d'une certaine façon de créer des bijoux sans avoir la charge de l'entreprise sur les épaules, en fait, c'est ça. Ouais. Avoir ton propre projet, ça permet d'être aligné avec celle que tu es, avec ta sensibilité, avec tout le reste. Oui. Ouais, de travailler plus à mon rythme oui, complètement. Super. On arrive tout de suite tout doucement, à la fin de cet épisode. Et du coup, je vais te poser la question signature de Compose. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Faire un 2e enfant. Oh. Ça me terrorise, ça me fait très peur. J'ai avancé avec ça, je suis moins dans la peur aujourd'hui, mais c'est, je pense, un projet que j'ai en tête depuis toujours, mais qui, pour plein de raisons, qui s'explique par mon histoire ou par l'anxiété que j'ai ou ma sensibilité, par cette question de fatigue et de besoin d'avoir l'impression que je garde un peu ma vitalité malgré le temps qui passe. Voilà, ça ce serait... je sais que c'est quelque chose que j'aimerais accomplir avant d'envisager n'importe quel projet par la suite. Donc c'est difficile d'envisager la suite tant que ça n'est pas arrivé. Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à toi. Merci Stéphanie d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.